On peut dessaler l'eau. Avec de petites unités solaires, on peut produire, par exemple, dans des zones rurales, 150 à 200 000 litres d'eau potable. C'est un investissement de moins de 400 000 € qui permet de vendre 7 fois moins cher l'eau aux populations qui sont en souffrance. Aujourd'hui, le solaire est effectivement une solution pour échapper au grid, pour échapper à l'existence d'un réseau électrique sur lequel on va se brancher pour pouvoir produire de l'eau pour les populations qui en ont besoin. Encore un autre exemple. Aujourd'hui, on peut transformer intégralement les déchets ménagers en électricité de manière rentable et de manière suffisante pour qu'une petite ville, voire un village qui produit un certain volume de déchets puisse transformer ces déchets en électricité et que cette électricité lui soit suffisante. On est en pleine économie circulaire, mais elle est rurale. Je ne veux pas dire que small is beautiful, mais c'est un peu le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'économie peut être également une microéconomie rentable. Les énergies renouvelables aujourd'hui ne sont pas seulement une solution pour l'atténuation, c'est également une solution pour l'adaptation et l'apport de solutions face à des populations qui sont en souffrance, qui ont besoin d'électricité, qui ont besoin d'eau potable, qui ont besoin de soins, qui ont besoin de cliniques, qui ont besoin d'éducation. Aujourd'hui, on a tendance à un petit peu oublier l'impact social. L'investissement, certes, doit être responsable, mais il doit également avoir un impact social important. Autre exemple, aujourd'hui, le groupe Eagle va installer des petits stades de quartier pour les populations pauvres. Pourquoi des stades de quartier? Eh bien, pour que les jeunes puissent se réunir et jouer ensemble, parce que c'est un facteur de cohésion sociale. Et évidemment, on va profiter de l'existence d'un stade pour mettre des panneaux solaires et pour permettre à ces jeunes également de s'adonner à des jeux vidéo, à de l'e-sport, parce que ça aussi, ça fait partie de ce que veulent trouver les jeunes aujourd'hui. Et la nouvelle génération, c'est ce qu'il y a de plus important pour nous. C'est bien ce que nous léguons à la nouvelle génération qui va compter demain. Pourquoi nous réfléchissons aujourd'hui à toutes ces solutions? C'est pour donner à nos enfants et à la future génération un patrimoine digne de ce nom. Aujourd'hui, si on transforme les déchets en électricité, si on les détruit totalement, on n'a plus besoin de décharge. On ne va pas laisser des stocks de déchets avec des risques de lexivia qui va infiltrer les nappes phréatiques à nos enfants. Donc aujourd'hui, la réglementation est tout à fait étrange comme question. Pourquoi? Parce que quand les marchés sont réglementés, on cherche à les déréglementer. Quand les marchés financiers étaient trop réglementés, on les a déréglementés pour assurer le financement de l'industrie après la guerre. Aujourd'hui, quand il n'y a pas de réglementation, on cherche à en créer une. Pourquoi? Peut-être parce que la nature politique a horreur du vide. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut savoir de quoi on parle. Aujourd'hui, nous, groupe Eagle, nous travaillons à l'intérieur d'un triangle de conformité, ce qui veut dire que nous sommes déjà réglementés quelque part. L'investissement se fait à travers des véhicules qui sont tous réglementés, qui rapportent aux régulateurs, à l'AMF, à l'AIFM au Luxembourg, à la MCC au Maroc, à la SFC à Hong Kong. Nous sommes réglementés lorsque nous investissons. Nous sommes également conformes aux 17 objectifs de croissance durable qui ont été définis par la COP 21. C'est encore une autre réglementation. C'est un guide, mais que nous respectons totalement. Un projet ne sera jamais déployé ou financé par le groupe Eagle si ce projet n'est pas d'abord utile à la population, s'il n'améliore pas ses conditions de vie, s'il n'est pas bon pour l'environnement et protecteur de l'environnement, s'il n'est pas bancable et s'il n'est pas intéressant pour l'investisseur. Est-ce que c'est possible? Bien sûr que oui, parce que des technologies aujourd'hui permettent à la fois de réduire considérablement le coût supporté par le consommateur d'un côté et de gratifier l'investisseur avec un retour sur investissement à 2 chiffres de l'autre côté. Et lorsque l'investissement est canalisé à travers des véhicules qui sont réglementés, qui rapportent aux autorités de marché, eh bien, on assure une totale transparence de l'investissement. Et pour ça, eh bien, c'est la gouvernance privée qui prévaut. Parce que vous verrez que toutes les opérations de G2G, de gouvernement à gouvernement,
sont longues à mettre en place. Parfois, elles exigent plusieurs années, ce qui veut dire que 2 gouvernements doivent rester en même temps pendant une période de temps assez longue pour que les projets se réalisent. Et c'est rarement le cas. Donc aujourd'hui, il est absolument impératif que nous puissions déployer des solutions d'atténuation et d'adaptation sous gouvernance privée. C'est le cas d'Eagle. Le troisième sommet de ce triangle de conformité dans lequel nous nous inscrivons, c'est celui de l'initiative One Belt, One Road de la route de la soie chinoise. Aujourd'hui, la Chine n'a plus que largement émergé. Les fonds chinois sont considérables. La Chine s'est ouverte au monde en proposant à 70 pays membres de la route de la soie de leur apporter son concours. Nous avons passé une alliance avec la Chine, et je le dis solennellement, qui nous permet aujourd'hui de déployer sous gouvernance privée les financements nécessaires au déploiement de solutions d'adaptation pour les populations en souffrance, en utilisant les technologies les mieux adaptées. En matière solaire, par exemple, il existe aujourd'hui de nouvelles technologies qui permettent de focaliser la lumière du soleil, de s'en servir comme source de chaleur et de produire directement de l'électricité sans panneaux solaires. C'est de l'énergie renouvelable, au même titre que la transformation des déchets en énergie. Ce que je veux dire aujourd'hui en conclusion, c'est que lorsqu'on veut savoir quelle est la place des énergies renouvelables dans le public, dans l'action publique, eh bien tout d'abord, elle s'inscrit automatiquement aujourd'hui, on le voit bien, dans la vision exprimée par les leaders politiques. Elle s'inscrit automatiquement dans cette vision. Et pas plus tard que tout à l'heure, j'étais avec le président d'une région qui m'a exposé sa vision et j'étais frappé de voir que son problème principal, c'était le bien-être de ses populations, de sa population. Eh bien, je lui tire mon chapeau. Parce que c'est à cela que l'on doit absolument se dévouer, au bien-être des populations. Et aujourd'hui, les technologies existent. Le problème, c'est que les technologies changent très rapidement et l'émergence des nouvelles technologies est telle que la réglementation ne peut pas toujours suivre. Elle est parfois souvent en retard. Donc c'est bien effectivement de réglementer le fait qu'un petit producteur d'énergie solaire puisse pouvoir se connecter sur le réseau. C'est bien d'analyser le phénomène des tenders, etc. Mais aujourd'hui, il est important de savoir comment est-ce qu'on peut aider l'initiative locale de façon à permettre aux populations locales d'éviter l'exode rural. Existe-t-il aujourd'hui une économie rentable qui s'appuie sur les énergies renouvelables et qui apporte fondamentalement du bien aux populations? Eh bien, la réponse est oui, et nous, on en a la preuve. Ça fait 10 ans qu'on y travaille et ça fonctionne. Donc ça démontre qu'aujourd'hui, il faut décidément et absolument partager l'intelligence, partager l'expérience, l'échanger. Nous avons créé avec Centrale Supélec un laboratoire qui est à la fois à Paris, à Casablanca au Maroc et à Pékin en Chine. Et ce sera un échange d'intelligence entre l'Asie, l'Europe et l'Afrique, nous l'espérons. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est un message d'espoir important. C'est le constat que les énergies renouvelables sont une véritable solution pour apporter de la cohésion sociale et du bien-être aux populations. Que ce sont des solutions qui sont économiquement fiables, qu'elles sont rentables et qu'elles sont intelligentes, parce que la manière dont on peut les déployer aujourd'hui, et j'en ai terminé, avec une solution financière qui permet de séparer les coûts d'infrastructure, les coûts d'opération et la recherche, c'est ce que nous faisons à travers des fonds d'investissement dédiés aujourd'hui. Ça permet de soulager le besoin en capital des opérateurs locaux, de créer de l'emploi, de déployer ces technologies sans faire appel à la finance publique. Donc vous voyez que ça, c'est de la modélisation stratégique. On peut aujourd'hui, et on sait aujourd'hui, lister l'ensemble des facteurs, les modéliser et faire en sorte qu'on mette en place un plan de développement régional ou national, ou voire plus, qui soit optimisé dans ce sens. Voilà, je vous remercie de m'avoir donné la parole. Et puis, je reste à votre disposition pour toute question que vous ne me poserez certainement pas, parce qu'il est très tard et que tout le monde a envie de se tirer, ce qui est bien tout à fait normal. Merci. Merci, M. Assouline, pour cette intervention qui met l'accent surtout sur le rôle des énergies renouvelables qui permettront d'assurer le bien-être de la population
d'assurer un développement durable, d'assurer l'avenir des futures générations et surtout avec l'échange d'intelligence et l'accent qui a été mis sur le cadre réglementaire. Je vous remercie. Donc je remercie tous les panélistes. J'ai juste une suggestion pour tous les panélistes. J'ai deux phrases, si vous voulez. L'acceptabilité sociale du solaire photovoltaïque et la démocratisation de cette technologie. Est-ce que vous pouvez nous dire sur ces deux points? Si vous avez la parole, vous pouvez répondre. La démocratisation du photovoltaïque, oui. It's a reality. It's a reality. We need good projects, but it's feasible. It's demonstrated. It's feasible. And the other question was l'acceptabilité. L'acceptability. I don't think there is at least in Portugal, we do not have any problems with photovoltaics, either in roofs or in power plants more concentrated. We do not see any problem with this. They can combine very well with agriculture and other kind of uses of the soil. Thank you, Monsieur Robert. Yeah, Monsieur Malino, vous avez... As for the acceptability, there's been issues in Europe especially for large scale. Probably the situation is different from what we have here. So, in terms of distributed generation, there is no acceptability issue. It's more we have experienced more for large scale due to the fact that they tend to be much closer than here to cities and traffic roads and so on. In terms of how that's you mean democratization, so solar communities and all of that, I think this is pretty new. Also in Europe, there are, at least in Italy, which I know a bit better, there are some examples we have. It's certainly a way. I'm personally not necessarily, I'm not a person who needs to consume his own energy, so energy is energy to me. What is probably going to happen in the next years, it's a good way of accessing the investment and also the IRR that utilities can access through social communities rather than own consumption. This is my view. Thank you. Monsieur Assouline, oui, s'il vous plaît. Je voudrais bien vous dire, votre question est tout à fait essentielle. Très rapidement, je voulais vous raconter une petite anecdote. On est en 1985 et le ministre des Finances français me dit, il est décédé depuis, mais il me dit il faut qu'on rentre quelques centaines de milliards dans l'économie française. Le monde a peur des ministres communistes, etc. On crée le CAC 40. C'est un outil qui permet en fait de se protéger contre une baisse éventuelle de son investissement. Bien aujourd'hui, je pense qu'on en est arrivé là. Il y a énormément d'investissements privés qui est prêt à se déployer sur les énergies renouvelables, pas seulement le photovoltaïque, mais sur les énergies renouvelables aujourd'hui, parce qu'elles offrent une bonne rentabilité, d'une part, et parce qu'elles sont duplicables. Donc aujourd'hui, il y a deux critères fondamentaux. Le premier, c'est est-ce qu'on a la bonne technologie qui est suffisamment durable et qui va permettre à celui qui va s'équiper de la conserver suffisamment longtemps. Donc ça, c'est un premier critère qui est fondamental. Le deuxième, c'est est-ce que l'investissement sera rentable? Est-ce qu'on a des relais d'investissement dans le secteur privé? Et moi, je dis oui, à travers des véhicules qui sont des véhicules, comme je l'ai exposé tout à l'heure, qui sont des véhicules réglementés, investissant en toute transparence et qui permettent à l'investisseur d'être tranquille quand il investit. Donc aujourd'hui, il y a une vraie volonté d'investissement dans le secteur privé, et je ne parle pas des grandes entreprises ou des entreprises. Je parle des individus. Il y a une vraie volonté que l'épargne publique puisse intervenir dans ce secteur. Et puis je pense que tout le monde a envie d'être responsable par rapport à l'environnement et donc chacun s'équipera. Les technologies le permettent aujourd'hui. Simplement, elles évoluent très vite. Et il ne faut pas se masquer, il ne faut pas rester aveugle face aux nouvelles technologies qui émergent et qui vont changer considérablement les choses, peut-être dans 1 an, peut-être dans 2 ans. C'est pour ça que le contexte réglementaire est complexe,
parce qu'il arrive toujours avec un temps de retard et ces inerties sont parfois fatales. Lorsqu'une technologie a besoin d'émerger, elle a besoin qu'on la soutienne. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est possible. Voilà, donc Merci. la démocratisation est tout à fait nécessaire et possible. Merci. Monsieur Tobias, something to say? Yes, just two sentences on democratizing energy. In Germany, we have the word prosumer. I don't know if it's internationally used, but it's a combination of produce and consume. The combination of the word prosumer is a combination of to produce and to consume. And like I said, many people in Germany are they want to produce their own energy and they consume their own energy. And so this is one very good way to democratize energy. Thank you. Merci. Je remercie les panélistes. Vous voulez parler, Monsieur Bigotti, s'il vous plaît? Yes. On the social acceptance, I would say that I see a different picture from Mr. Marino. He lives in Milan, I live in Rome, so I have different views, you know. First of all, at the level of low voltage, of course, we already have a track record. The second to Germany, we have 600,000 small plants. This is already acceptable, and the new building are embedding this one. We also observe an increase in the so-called medium size, supermarket, IKEA, things which now makes green. So I think people see. But as far as the large scale, I see an opposite from him, because the social acceptability was criticized when you have to pay a lot of incentive from the state, and then the rules, the criteria for being allowed to have this incentive were very strict, and people protested that we are wasting our landscape. Actually, in Italy, there is 1/4 of the land is set aside, nothing to be done, especially in the Apennine, and there's a lot of land. Now there is no incentive. People, frankly, can do what they want. And I know from my former colleagues, they are going back to make a large scale because no one can challenge them except a few rules of, let's say, safety or permitting, but not anymore linked by also the, let me say, frankly, the opposition to renewable done on this scale. So social acceptance of that scale. For democratization, just don't forget what we discussed earlier, just touch it. The innovation, the digitalization goes together with PV. Think about electrical charger for vehicles, so on. So I think the transformation of the energy system, which is taking place in Engie, in France, in Enel, in Italy, and also in Germany, is also linked between PV being distributed can also supply additional services. But this is a topic of another conference. Thank you very much. Je vous remercie. Thank you to mes panélistes. Puisqu'on est en retard, on va prendre quand même quelques questions de... À vous la parole. Courageux. Micro, s'il vous plaît. Monji Marzouk, directeur gouvernance de l'Internet énergie renouvelable à Orange Group. J'ai deux questions sur les politiques donc pour les énergies renouvelables. Concernant les mécanismes de net metering et de feed-in tarif. On sait très bien que ces deux questions, là, par exemple, en Europe, le feed-in tarif a été interdit, je pense, en 2014, avec mise en place en 2016. Par contre, beaucoup de pays ils ont adopté le net metering. Est-ce que ça dépend du niveau d'intégration des énergies renouvelables ou bien en Europe, après utilisation, on a remarqué qu'il y a des défaillances ou il y a des inconvénients dans le feed-in tarif. Deuxième point, le net metering. Donc il y a aussi au niveau de l'Europe le net metering pour les projets d'une certaine taille, comme il a montré le monsieur sur l'Allemagne. Donc c'est interdit de faire de feed-in tarif, pardon. Par contre aussi pour le net metering, parce qu'on suppose que c'est les autres abonnés qui financent l'autoconsommation, parce qu'on paye l'énergie au point de consommation et au point de production et on la prend au point de consommation, et parce que c'est le réseau qui garantit l'énergie, l'électricité au point de consommation. Quels sont vos commentaires en fait sur ces deux mécanismes les plus répandus
pour le développement des énergies renouvelables et qui montre également que les énergies renouvelables ont besoin toujours d'incitation politique, économique, parce que la rentabilité, on est très très proche, mais elles ont besoin toujours de certains mécanismes pour leur développement. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Sur Zawi. Bonjour tout le monde. Donc, en premier lieu, je tiens à remercier les panélistes pour leur présentation qui ont été très riches en termes d'informations. Donc, j'aimerais bien interpeller les gens de Réseau Formed concernant l'étude de diagnostic du secteur électrique marocain, notamment pour la moyenne tension. Pardon. Donc, en ce qui concerne l'unbundling, le Maroc, en 2006, on a déjà fait l'exercice. On a voulu ouvrir le secteur, c'est-à-dire entièrement, d'un seul coup, mais il s'est avéré que c'était une mission impossible parce qu'il y a des spécificités marocaines, vu le secteur de la distribution qui est partagé entre plusieurs opérateurs, certains qui sont sous tutelle du ministère de l'Intérieur et l'ONU qui est sous tutelle du ministère de l'Énergie, des Mines et du Développement durable. Donc, l'approche qui est adoptée par le Maroc, c'est une approche d'ouverture partielle et progressive. On a commencé par la très haute tension, ensuite on a passé à la moyenne tension, et ainsi de suite. Et concernant l'étude qu'on a élaborée pour la mise en place du décret relatif à l'ouverture de la moyenne tension, on a demandé aux consultants de nous faire une simulation économique et financière sur l'impact de cette ouverture sur les opérateurs, les distributeurs. Cette simulation a démontré que les distributeurs, ils sont gagnants, c'est-à-dire ils ne sont pas perdants. Et le décret offre également des avantages pour inciter ces distributeurs à... Vous avez une question, M. Zawi? Est-ce que vous avez une question? Oui. Oui, votre question, s'il vous plaît. Donc je disais que les avantages, c'est l'achat des services auxiliaires qui est à la hauteur de 7% par les distributeurs. Également, ils vont bénéficier d'un tarif d'accès au réseau. Donc ma question, c'est-à-dire, quelle est votre réflexion, les pistes de réflexion pour permettre au Maroc de résoudre ce problème-là sans aller vers des subventions, vu que le Maroc a décidé de ne pas donner de subventions. Merci. Merci, M. Zawi. Donc, je donne à vous la parole pour répondre à la première question. Quels sont vos commentaires sur le feed-in tarif et le net metering? Regarding feed-in tariffs and net metering, we have to see what we are discussing. Feed-in tariffs for PV, in case of Portugal, we do not have feed-in tariffs because technology already reached the maturity level that we have more requests for investment in PV than we can respond. So, but I do not say that feed-in tariffs are bad. It depends on the maturity of technology. If we didn't have feed-in tariffs in past, maybe we didn't have such a large-scale eolic development in Europe. But we made mistakes in past, and we had bigger feed-in tariffs than that paid for the projects too much. And of course, the consumers were the penalized in the last step. So it depends on the technology. And in case of PV, it doesn't, is not the case. In case of PV for the, the net metering, we have limits for selling energy, the auto producers or the prosumers, as my colleague at Germany
said we have limits, and the payments are, I think, I have in the presentation, 90% of the average level of the Iberian market, the past months in the Iberian market. Merci. Can I say that feed-in tariff were done in Europe to promote a very infant technology? The problem with feed-in tariff, they were not cost reflective, especially in my country, when the people, it became a speculation at the end. And in another country like Germany, there was an agreement between PV producer, investor, and government to reduce feed-in tariff gradually. Unfortunately, in my country, this was really heavy and was not fair, I think. There were 5 associations for PV, you can imagine. So I think feed-in tariffs are, as my colleague said, very good to start up new technology, wave, offshore maybe. When it comes to maturity, then the auctions are much better, as we saw today. And then ultimately, the only measure will be carbon price. The ultimate measure will be, and carbon price will kill definitely coal and oil and gas, because when carbon price will be something serious, there will be no need. But I assure you, in Italy, in Germany, in Portugal, we don't need any economic incentive. We need only rules to allow the incumbent not to kill it, or to make sure that some people, like was the second question, get some advantage in doing that. But it is done. Feed-in tariff is good for wave. Feed-in tariff is good for be sure you really bring to maturity. But then in my country it became speculation, and therefore much better auction as we are today. Thank you. I think Mr. Tobias, okay. Yeah. Just 2 sentences on net metering. Net metering is in my point of view, is a suitable solution if the levelized cost of electricity from PV are more or less on the same level than the electricity price for end customers. For example, in Germany, this would not be a good idea, because household electricity prices are 25 euro cent per kilowatt hours. This is twice as much as the generation cost for small-scale PV systems. So it would be an incentive, but it would be a very high incentive. So in this case, in Germany, it would over-subsidize PV systems. So this is, in my point of view, just a solution when levelized costs of electricity and electricity prices are more about on the same level. If I just can add one word on these, it's the discussion is very open in many countries about these tariffs, discounts, let me say, because there's always some economics behind that. So you're saving some distribution costs. So how much is fair? It's still a matter of discussion, and it will be one of the key regulatory issues in the next years to come as well, in many countries. But also, if the distribution company see PV injection as an enemy, we don't go very far. On the contrary, they can see more electrical power available for additional use. You can increase electrical vehicle, you can have heat pumps, you can have induction for, I mean, the idea is to transform the electricity end use, so the distributing company, which are in Morocco, in fact, one of the major cause of resistance to PV, we know that, and we can name them, they have to be, on the one hand, obliged to do that, and the other way to be smart enough to make this a business for them. That's very clear. But transformation, of course, you change from train, you go from horse, we'll take care. And digitalization, if they are smart enough, they will make a new position in a new business instead of fighting. By the way, there is no hope. That's the way we go, all there. It depends on Morocco if they want to stay behind or they want to be at the ambition the king wants, 50% means also distribution company have to give up and accept as an opportunity and not as a threat. Thank you. Something to say for the second question, Mr. Marino? Yes, for the second question, I'm sorry, but I didn't see that study. It would be very nice. The study you're quoting would be very nice to see that. So I can't respond in details. Obviously, when you introduce such changes, there's some losers.
But market design is really there to accommodate all the different economics that come out of proper economic analysis. We obviously look at the principles. We didn't look at the detailed figures, and exchanging the two would be really good. Mais de toutes les façons, cette étude, nous allons le voir en détail par la suite au ministère pour le finaliser et qui sera publié officiellement par la suite. S'il n'y a plus de questions, donc je remercie les panélistes et je remercie l'assistance et on applaudit les panélistes. Merci. Grazie molto. Grazie.